Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, comme vous le voyez, je suis accompagné par Joey Alfieri de TSN Radio. En compagnie de Joey, on va faire un retour sur la défaite des Alouettes et la situation des carrières. C'est très intéressant maintenant que Trevor Harris a obtenu du temps de jeu. On va faire le tour de la 7e semaine, en fait la 8e, oui, semaine d'activité du côté de la NFL. Ça va tellement vite, Joey. J'en reviens pas, on est presque rendu à la mi-saison déjà. Et comme à l'habitude, eh bien, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de ses recommandations en vue de la 9e semaine d'activité de la NFL au niveau du fantasy football. Mais sans plus tarder, Joey, on va commencer en parlant des Alouettes. Les Alouettes se sont inclinés par la marque de 19-14 contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Ça se passait samedi au Staples Molson. Et ce qu'on retient de cette défaite-là, ça a été le fait que Matt Shields a été remplacé par Trevor Harris après seulement une semaine d'entraînement du côté de Trevor Harris. Est-ce que tu as été surpris par cette décision de Carey Jones de faire le changement au poste de quart? Non, pas du tout. Et honnêtement, j'ai trouvé, Didier, que c'est venu un peu trop tard. J'aurais fait le changement un peu plus tôt. J'aurais donné une autre séquence à l'attaque après la demi à Schultz, mais je trouve que l'attaque avait besoin d'une étincelle et j'aurais fait le changement avant. Il y avait une couple de décisions que Harry Jones a pris la semaine dernière que j'ai pas vraiment compris et je pense que c'est une grosse partie. Le coaching a été une grosse partie de la défaite contre les Riders la fin de semaine. Ouais, ben écoute, depuis qu'on a fait l'acquisition de Trevor Harris, autant du côté de Carey Jones et de Danny Machocha, lorsqu'on s'adressait aux médias, on gardait tout le temps la porte ouverte. Hein? On ne voulait jamais dire que Matt Shields était le partant d'ici à la fin de la saison. Carey Jones, la semaine dernière, il a dit, ben écoutez, il y a une raison pour laquelle on a transigé pour Trevor Harris. Il s'est arrêté à court là, de dire qu'il allait jouer prochainement. Là, on s'est rendu compte que la première fois que Matt Shields a trébuché, on n'a pas hésité à envoyer Harris dans le match. Faut dire que Matt Shields s'est ennuyé par une blessure au genou. Il y a un entraînement la semaine dernière qu'il a pratiquement raté. Il était présent, mais il n'a pas pris de répétition avec la première unité. Bref, Harris, il y a fort à parier que c'est lui qui va être le carrière partant des Alouettes samedi à Winnipeg contre les Blue Bombers. Mais une chose était indéniable. L'attaque, immédiatement, s'est mise à fonctionner mieux lorsque Harris s'est amené sur le terrain. Ouais, c'est sûr, ils ont marqué un touché, un placement. Il est rentré, je pense, juste avant la fin du troisième quart. Donc, c'est sûr que je pense qu'il a terminé 12 en 15 et il a manqué de peu Jake Wieneke dans la zone des buts Ouais. sur la première ou deuxième séquence à l'attaque. Donc, c'est clair que ça a bougé beaucoup plus avec Trevor Harris. Mais je donne crédit à la défensive des Riders. La tertiaire était très, très bonne. Avec Nick Marshall, Ed Gainey, Lucas Purifoy et des autres là, parce qu'ils ont vraiment bien couvert les receveurs des Alouettes. Geno Lewis a réussi une coupe de gros jeux. Reggie White aussi en début de match, mais on n'a vraiment pas entendu parler de Jake Wieneke et Quan Bray trop pendant le match. Donc, c'est sûr que la défensive a très, très bien joué pour les Alouettes aussi. Il faut le mentionner. Mais Ouais. en termes de l'attaque, c'est dommage que, en première demi, tu avais le ballon pendant 21 minutes et tu as marqué 3 points. C'est pas acceptable si tu veux gagner la section Est ou si tu veux même juste gagner le match. C'est pas acceptable. Oui, ben écoute, on va regarder de l'avant maintenant parce que les deux prochaines rencontres des Alouettes sont contre la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, les Blue Bombers de Winnipeg, qui ont perdu seulement un match depuis le début de la saison régulière. Ils sont les champions en titre de la Coupe Grey. Les Alouettes vont jouer à Winnipeg samedi. Alors, écoute, c'est un peu difficile comment je dirais, d'être positif à l'approche de cette rencontre, de la façon dont les Bombers jouent, mais surtout, c'est pas que je crois pas aux Alouettes, parce que les Alouettes, clairement, peuvent jouer avec n'importe quelle équipe de la Ligue canadienne de football, mais présentement, la ligne à l'attaque est amochée, c'est Yeah. quelque chose, je trouve, dont on parle pas suffisamment. On est rendu qu'on utilise notre quatrième centre, Patrick Davis, un jeune homme de l'Outaouais, il a effectué son premier départ du côté de la Ligue canadienne de football à cette position.
Mais Tony Washington, le bloqueur à gauche, c'est simple. Écoute, il est ennuyé par plusieurs blessures. On n'a pas le choix de le faire jouer parce que Chris Slaughter, son remplaçant habituel, lui, il est sur la liste des blessés. Puis Winnipeg a une des meilleures lignes défensives avec les Alouettes de la Ligue canadienne de football. Alors, toi, comment tu vois ces deux duels là, qui s'en viennent face aux Bombers alors que les Alouettes ont vraiment une ligne à l'attaque qui est très amochée? Et je pense que si tu regardes les deux matchs, il faut en gagner au moins une si tu veux gagner l'Est. Parce que là, avec la défaite de samedi, ça devient un peu plus compliqué parce que oui, tu as le tiebreaker contre Toronto, mais tu l'as perdu contre Hamilton. Donc, il faut gagner. Moi, je pensais qu'il fallait finir 3-1 avant la semaine dernière, mais là, évidemment, ça va être un peu plus difficile, mais il va falloir finir au moins 2-2. Donc, il va falloir battre Winnipeg au moins une fois. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ton point. C'est la plus grosse inquiétude que j'ai. Et déjà que, écoute, juste le monde oublie, mais avant le début de la saison, euh, Jason Lauzon-Séguin était supposé d'être partant sur cette ligne à Ouais. l'attaque. Il a pris sa retraite. Trey Rutherford, la même chose. Donc, tu as perdu 2 partants avant la saison. Là, Tony Washington, c'est le match le plus difficile qu'il a eu à date. Il est clairement blessé, comme tu as mentionné. David Foucault était blessé aussi. C'est ton deuxième garde à gauche. Patrick Davis, c'est ton troisième ou quatrième centre. Et là, ça commence à. C'est pas facile. Là. La profondeur est vraiment frappée durement par les blessures. Et évidemment, le front de Winnipeg, à Winnipeg en plus, samedi, avec la foule bruyante là-bas, ça ne sera pas difficile. Pas juste en termes de protéger ton corps, mais juste pour créer des trous pour William Ouais, pour Stanback. Ça ne Sandbach, sera pas oui. évident non plus. Donc, moi, c'est ma plus grosse inquiétude. Je suis avec toi. Moi, je pense que les Alouettes peuvent battre n'importe qui dans cette ligue, mais avec la situation à la ligne à l'attaque, ça devient de plus en plus compliqué. Là. Ouais, c'est malheureux parce que la ligne à l'attaque jouait tellement bien, hein. Depuis le début de la Mm. saison, elle avait été Oui. constante autant en termes de protection que de créer des brèches pour le jeu au sol et William Sandbach. Bref, on va voir qu'est-ce que cette ligne à l'attaque-là, rapiécée, offrira comme performance ce samedi contre les Blue Bombers. Écoute, peut-être qu'elle va nous surprendre, alors on verra. Mais on va attendre également de voir qui sera le carrière partant, mais il y a fort à parier que ça va être Trevor Harris. On s'entend là-dessus. Bon, écoute, on va Eh se oui. tourner du côté de la NFL, mais avant de parler des rencontres qui ont retenu notre attention, c'est la date limite des transactions aujourd'hui. On enregistre le podcast mardi en fin de matinée et il y a eu des transactions d'ailleurs lundi. Von Miller, qui, écoute, en était quoi à sa 10e saison avec les Broncos de Denver, joueur par excellence du Super Bowl de 50, un des meilleurs chasseurs de carrière des 10 dernières années. Ben, les Broncos l'ont échangé aux Rams de Los Angeles en retour de choix de deuxième et de troisième ronde. Alors, il va jouer aux côtés de Aaron Donald au sein de la ligne défensive des Rams. Donc, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris cette transaction et est-ce que tu penses que Miller aura un impact avec sa nouvelle équipe? Oui, je pense que oui. Et c'est clair que ce n'est pas le même joueur qu'il était là, à 32 ans. Il n'a même pas joué à cause de blessures l'année dernière. Donc, il est moins productif à cet âge-là. Mais c'est quand même, moi, je trouve que c'est une bonne transaction des deux côtés. C'est clair que pour moi, les Broncos ont besoin d'un reset, de recommencer. Ils ont besoin d'un nouveau corps arrière, un nouveau entraîneur-chef. Il va falloir tout changer. Donc, échanger un vétéran pour 2 choix au repêchage, ça a du bon sens. Et écoute, pour les Rams, là, la carte de crédit est à sa limite. Là. Ils ont tellement échangé de choix au repêchage qu'il va falloir gagner un On Super dit ça Bowl, tout le soit temps. cette année. Yeah, ben c'est ça, On mais dirait il que ça faut fait gagner un 3 ans Super qu'on Bowl dit à un ça, moment 4 ans donné. qu'on dit ça, puis à toutes les années, on continue de faire la même chose. On Ouais. dirait qu'on n'a pas de limite sur la carte de crédit, Joey. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, Didier, les gars, tu amènes des gars qui sont très bien payés et avec le repêchage, quand tu n'as pas de choix, le talent à prix moins élevé, tu en as de moins en moins parce que tu ne repêches pas dans les rondes, tu sais, la première, deuxième, troisième ronde. Donc, moi, je pense qu'il faut gagner un Super Bowl soit cette année, soit l'année prochaine, si c'était les Rams. Sinon, ça va commencer à devenir difficile, mais j'aime la transaction. J'ai lu en fin de semaine que les Rams sont premiers pour les sacs du corps. Je pense qu'ils en ont 25. Et ils envoient un blitz sur seulement 23 des jeux en défensive, ce qui n'est pas énorme. Donc, si tu ajoutes Von Miller à ça,
Il n'y a pas besoin d'être ton chasseur de corps numéro un. Il y a plusieurs gars là-bas qui peuvent être très, très bons. Donc, moi, je pense que c'est une bonne transaction pour les deux équipes et j'aime ce que les Rams ont fait ici. Oui, tout juste avant le début de l'enregistrement du podcast, tu me disais que tu avais vu que Josina Anderson Mm. avait rapporté via Twitter que les Chiefs avaient fait l'acquisition de Melvin Ingram. Ingram qui portait les couleurs des Steelers de Pittsburgh cette année, anciennement des Chargers. N'est pas content de son rôle avec les Yeah. Steelers au sein de la défense. Il jouait à la position de secondaire extérieur. Côté Kansas City, on peut utiliser toute l'aide qu'on peut trouver du côté de la défense. Alors, on va voir s'il va y avoir d'autres transactions qui seront complétées d'ici la fin de la journée, peut-être même d'ici la fin du podcast. Je veux parler de deux blessures qui ont retenu l'attention. Mais écoute, on va en parler un peu plus tôt oui, de Jameis Winston qui s'est blessé, étant donné qu'on va parler du match entre les Buccaneers, le match Buccaneers-Saints. Mais parlons, oui, de la blessure, toutefois, à Derrick Henry des Titans du Tennessee. Derrick Henry qui était tout à fait incroyable. Il connaissait vraiment toute une saison, était en voie peut-être d'atteindre la marque magique des 2000 verges au sol. Puis ça faisait un bout qu'on se posait la question, Joey. Est-ce qu'il allait tenir le coup? On lui remet le ballon 30 fois par match ou à peu près. Puis là, malheureusement, il a été opéré à un pied et sa saison est possiblement terminée, si bien que les Titans ont dû mettre sous contrat Adrian Peterson, qui est âgé de 36 ans. Alors, écoute, la question que je te pose, elle est simple. Présentement, les Titans sont la première tête de série du côté de l'association américaine. Est-ce que tu crois qu'ils vont être en mesure de tenir le coup et de participer aux éliminatoires? Ils ont déjà 6 victoires en banc. Yeah. Je pense que oui. Je pense qu'il devrait être correct. Premièrement, on est dans quelle année? Parce que Adrian Peterson est de retour à 36 ans. Moi, je comprends plus rien. J'aurais peut-être été avec une option un peu plus jeune ou même faire une transaction, mais on va voir ce que ça va donner. Mais ça va dépendre, Didier, s'ils sont en mesure d'avoir Julio Jones, premièrement, en santé. Julio Jones doit être en santé avec Bonne A.J. chance Brown. avec ça. Mais c'est ça, mais c'est une clé pour moi et j'ai hâte de voir si ou comment ils vont changer leur approche en attaque. Parce que là, c'est sûr que oui, tu amènes Peterson, j'aime bien McNichols, mais il va falloir lancer le ballon beaucoup plus souvent. Je pense que Ryan Tannehill est capable de faire cela, mais tu vas avoir besoin de tes alliés rapprochés, il va avoir besoin de tes playmakers en attaque avec A.J. Brown et Julio Jones. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent tenir le coup. Ils ont battu les Colts 2 fois déjà cette saison. Donc, je pense qu'ils peuvent tenir le coup, mais en termes de gagner plusieurs matchs en série, je pense que ça va être très, très, très difficile de ce côté-là. Mais en termes de gagner la division, je pense qu'ils sont capables de faire cela. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Bon, c'est la division la plus faible de la NFL. Puis là, ils détiennent le bris Ouais. d'égalité sur les Colts, étant donné qu'ils les ont vaincus encore une fois le week-end dernier. Mais la seule Mhm. chose, c'est que tout ce qu'on faisait du côté de l'attaque des Titans du Tennessee, c'était autour de Derrick Henry. Naturellement, le jeu au sol, les feintes de jeu au sol. À partir de ces feintes de jeu au sol-là, bon, on est en mesure d'aller chercher des gros morceaux de terrain via la passe. Mais là, est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce que les feintes de jeu au sol vont fonctionner sans la présence de Derrick Henry? Ça reste à voir, mais ça ajoute beaucoup de pression sur les épaules de Ryan Tannehill. Et comme je le disais tout à l'heure, Julio Jones nous a démontré lors des dernières années qu'on peut plus se fier à lui. Il est constamment blessé. Alors, en tout cas, on va avoir au moins on a 6 victoires déjà en poche du côté du Tennessee. Alors, peut-être qu'on va pouvoir tenir le coup et participer aux éliminatoires, mais ça va valoir la peine de garder un œil sur les Titans lors des prochaines semaines. Bon, la première rencontre dont on va parler, c'était le match du lundi soir. C'est pour ça qu'on a besoin d'en parler très longtemps. C'était vraiment pas un super match de football en termes d'exécution. Les Chiefs de Kansas City qui ont vaincu les Giants de New York de peine et de misère par la marque de 20-17. On en est rendu là, Joey. Du côté des Chiefs, ça prend tout pour battre les misérables Giants. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Patrick Mahomes qui a été victime d'une interception dans un septième match de Yeah. suite. Et je pense qu'ils sont à 15 revirements. C'est la pire fiche dans la Ah, ils sont NFL même cette rendus à année. plus que ça, je pense, ouais. Ça, je pensais que j'avais vu 15. Mais ils sont premiers en termes de revirement et écoute, c'est pas une bonne situation maintenant. Et écoute, même sur le placement gagnant de Harrison Butker, ils ont il y avait une pénalité pour saisir le protecteur facial qui n'était même pas une pénalité. Donc, ça allait vraiment aider les Chiefs de ce côté-là. Mais
Écoute, ils n'ont pas réussi de gros jeux explosifs pendant le match. Et je comprends que la défensive des Giants, ils voulaient limiter les dégâts. Et c'est ça qu'ils ont fait. Mais quand même, ça, je regardais le match hier, j'écoutais le match lundi soir et je me disais, écoute, l'année passée, même l'année d'avant, ça, c'est un match où les Chiefs marquent facilement 30-35 points et le match n'est même pas serré à la fin. Je pense que c'est inquiétant, le côté de la ligne à l'attaque. Je sais que Laurent Duvernay-Tardif était de l'alignement, pas partante, mais au moins il était Ouais, actif il était en uniforme pour hier. la première fois de la saison, ouais. Oui, pour la première fois. Donc, ça, je suis inquiet, mais côté positif, la défensive a quand même réussi des gros jeux en fin de match. Je sais que c'est contre Daniel Jones et les Giants, ils sont blessés et tout ça, mais je trouve, ou ils ont plusieurs blessures, mais je trouve qu'au moins, il y a ça de positif, que la défensive a quand même réussi des gros jeux à des moments clés du match. Mais on va voir parce que là, je pense qu'ils ont Green Bay qui s'en viennent, les Raiders, les Cowboys aussi, donc la Mm. cédule va être très, très difficile pour les Chiefs. Ouais, et écoute, bon, au moins on a gagné le match, là, parce que si on avait perdu contre les Giants à domicile, je crois qu'on aurait pu mettre une croix sur les Chiefs de Kansas City, mais c'est vraiment pas une victoire qui nous met en confiance. Les mêmes problèmes qu'on voit depuis quelques semaines. La seule chose que je veux dire qu'on a bien fait, c'est qu'au moins on a été plus patient en attaque. Parce que Oui, les équipes, maintenant, les défenses adverses ne concèdent plus les zones profondes à Tyreek Hill, au receveur des Chiefs. Donc, on met Patrick Mahomes et Andy Reid également qui sélectionnent les jeux, d'être patient, de compléter de courtes passes, d'utiliser le jeu au sol. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a même un joueur que je connaissais même pas, Derek Gore, qui est arrivé de Gore, nulle oui. part. Il a gagné 40 de fer, j'ai inscrit un touché au sol pour Kansas City. Donc, c'est ça qu'on va devoir faire. On doit être patient et prendre ce que la défense adverse nous donne au lieu d'essayer de forcer des passes qui mènent à des revirements. On l'a bien fait. Alors, on va voir si du côté des Chiefs, ben justement, ça, on pourra faire ça avec conscience au cours des prochaines semaines. La surprise de la semaine dans la NFL, les Jets de New York qui ont battu Yeah. les Bengals de Cincinnati 34-31. Personne n'avait vu ça venir. Mike White a amassé plus de 400 verges par la passe du côté des Jets. Il effectuait le tout premier départ de sa carrière. Félicitations aux Jets. Personne ne pensait qu'ils avaient une chance de gagner le match, certainement pas avec leur carrière réserviste. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de la part des Bengals de Cincinnati avec cette défaite-là? OK. Et j'ai écouté la majorité du match parce que c'était juste. Je voulais voir Mike White jouer. Je peux même pas l'expliquer. Je suis tellement un nerd de football, là, ça n'a pas de bon sens. Mais les plaqués ratés par la Tu ne vas porte, pas voir comme jouer j'ai. Jamar Chase et Joe Burrow, c'est pour Mike Mais White il y a quand tu as ça regardé le aussi. match. Il y a ça aussi, mais écoute, des plaqués ratés en défensive par les Bengals, là, c'était épouvantable. J'ai jamais vu une défensive contre une attaque aussi pire que les Jets rater des plaqués à ce niveau-là. Et moi, je pense, écoute, les Bengals, je suis pas inquiet pour Cincinnati. Honnêtement, là, je suis pas inquiet, mais je pense qu'après qu'ils ont battu les Ravens, je pense qu'ils ont commencé un peu. Les Bengals ont des vétérans, oui, mais il y a beaucoup de jeunes aussi. Joe Burrow, pas vieux, deuxième saison dans la NFL. Jamar Chase, une recrue. Ils ont quand même des jeunes joueurs. Et moi, je pense qu'ils ont cru le hype un peu après avoir battu les Ravens. Et donc, tu gagnes par 11 points contre les Jets. Il reste 7 minutes et demie au match. Mais il y avait un manque de focus, même avant ça, Didier. Jamar Chase, pour la première fois de la saison, il a échappé des ballons qu'il aurait dû capter, dont une dans la zone Ouais, début en on a mal première commencé demi. le match. Ils, Ouais. ils ont, ils ont mal commencé le match et j'étais content pour les Jets. Et Mike White, je pense que c'est un record de la NFL pour un premier départ, 37 passes complétées pendant le match. J'en revenais pas. La défensive a réussi à provoquer un revirement tard dans le match, au quatrième quart aussi. Ouais. Donc, pour les Jets, ils s'en vont nulle part, mais quand même, j'étais très déçu des Bengals, mais pas inquiet encore. Ouais, ben, les Bengals ont échoué le test parce que c'est un test de Yeah. maturité. C'est une question de voir s'ils sont en mesure de gérer le succès, de rester concentrés après leur excellente performance la semaine précédente à Baltimore. Là, c'était, je crois, un troisième match consécutif sur les terrains adverses pour Cincinnati. Donc, on n'est pas resté concentré. Dès le début de la rencontre, ça a paru parce que on a concédé un touché aux Jets sur la première séquence offensive de New York. Et sais-tu, avant la rencontre, les Jets perdaient le premier quart 44-0.
On n'avait inscrit Yeah. aucun point au premier quart. Donc, oui, les Bengals, écoute, ils se sont endormis, on n'a pas bien géré les succès tout au long de la semaine. On s'est fait dire qu'on était bon et tout. On a cru à ça, mais on n'est pas arrivé avec un bon effort dès le début de la rencontre. Surtout du côté de la défense, comme tu l'as dit. Moi, c'est vraiment ce qui m'a déçu de cette défaite-là, parce que la semaine dernière, durant le podcast, j'avais encensé la défense des Bengals, puis là, ils m'ont laissé tomber. Ça m'apprendra justement à avoir un excès de confiance du côté de Cincinnati. Les Buccaneers de Tampa Bay, ils ont perdu 36-27 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il y a deux choses qu'on a retenues de cette rencontre. Tout d'abord, les Saints ont perdu les services de Jameis Winston pour le restant de la saison en raison d'une blessure à un genou et les trois revirements dont a été victime Tom Brady. Des deux choses, qu'est-ce qui retient le plus, soit ton attention? Ben, écoute, les revirements, j'ai vu une statistique, Didier, je pense en 4 matchs contre les Saints depuis qu'il est arrivé à Tampa Bay, il est victime de 7 revirements. En 24 matchs contre les autres équipes, il y en a 10. Donc, il y a de quoi là contre la défensive des Saints, mais je ne suis pas inquiet pour Brady parce qu'il a quand même, je pense qu'il a fini avec 375 verges et 4 touchés. Donc, mais les revirements leur ont coûté beaucoup. Mais pour les Saints, écoute, c'est malheureux, c'est dommage parce que je trouve que Jameis Winston, oui, il manquait un peu de constance dans son jeu cette année, mais c'est quand même un corps arrière qui est devenu un peu plus mature cette année après avoir joué avec Drew Brees. Et c'était un match contre son ancienne équipe. Donc, moi, je m'attendais à des belles choses de lui et c'était quand même un bon début de match. Il a bien couru le ballon. Je pense qu'il était 610 quand il est sorti du match. Mais là, je me pose des questions. Je ne sais pas si Drew Brees est tenté de revenir au jeu, mais Je crois Taysom qu'il Hill a est déjà dit blessé. non. Ben, c'est ça, mais Taysom Hill est blessé. Et même avec Taysom Hill, c'est pas un corps arrière pur. Et Trevor Siemian, oui, il est devenu le premier corps arrière à battre Drew Brees et Tom Brady au Superdome de l'histoire de la NFL, mais il m'inspire pas confiance du tout. Je m'excuse, là, mais ils sont Non, dans mais le écoute, trouble. Et c'est malheureux parce qu'ils sont à un demi-match, Didier, des Buccaneers, là. mais justement, je ne suis pas convaincu qu'ils sont dans le trouble, les Saints. Parce que Jameis, bon, oui, il n'avait pas été victime de plusieurs revirements depuis le début de la saison, mais ça, c'est en raison de la sélection de jeu de Sean Payton. Quand tu regardes les matchs des Saints, on court beaucoup avec le ballon, on lance beaucoup de passes voilées, de passes pièges. Donc, ce sont des passes qui sont plus faciles à compléter, qui ont un bas pourcentage d'être interceptées par l'adversaire. Donc, l'identité pour moi des Saints, c'est le jeu au sol avec Alvin Kamara. Puis si Alvin Kamara ça ne fonctionne pas au sol, ben on lui lance ce ballon, on lui lance des passes. Et la défense, c'est une des meilleures unités défensives de la NFL. Donc, c'est pas comme si Jameis transportait l'attaque des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut quand même connaître du succès, que ce soit avec Travis Simeon ou Taysom Hill lorsqu'il sera remis de la commotion cérébrale qu'il avait eue. Donc, je pense qu'on va être en mesure quand même de participer aux éliminatoires. En tout cas, ça va être à surveiller, mais la défense de Yeah. Dennis Allen, qui encore une fois a donné des ennuis à Tom Brady, Oui. ça avait été le cas, comme tu l'as dit, l'année dernière. Même lors du match éliminatoire, c'est les revirements, le fait que l'attaque des Saints a fait cadeau du ballon à la défense des Bucks, qui leur avait permis de gagner. Mais moi, je veux juste ajouter une chose sur les Bucks, Didier. Ce qui m'inquiète, là, c'est les pénalités. C'est l'équipe la plus punie de la NFL. Et je Mhm. pense que de ce que j'ai vu, c'est 6 fois pendant ce match-là, ils ont pris des pénalités en défensive qui ont mené à des premiers essais à l'attaque des Saints. C'est inacceptable pour une équipe qui a des aspirations à gagner un autre championnat cette année. Et là, c'est quelque chose. Je sais qu'ils sont maganés en défensive, il y a des blessures là, même en attaque, et ils s'en vont, ils ont la semaine de congé qui s'en vient cette semaine, mais c'est inacceptable. Toutes les pénalités qu'ils prennent, là, c'est épouvantable. Tu ne peux pas gagner des gros matchs contre des bonnes équipes si tu prends des pénalités comme ça. Ouais, mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut corriger. C'est quelque chose de corrigeable. Tu as raison pour rectifier le tir à ce niveau-là, mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut corriger du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Il demeure quand même euh, une équipe qui aspire, encore une fois, à Oui, gagner le Super Bowl cette année. Dimanche soir, les Cowboys de Dallas, ils ont vaincu les Vikings au Minnesota par la marque de 20-16 avec Cooper Rush au poste de quart. Avant la rencontre, on a appris que Dak Prescott était toujours ennuyé par cette blessure en mollet. Du moins du côté de l'organisation des Cowboys, on ne voulait pas prendre de chance. Parce que je pense que du côté des Cowboys, on réalise
qu'on a une équipe qui pourrait potentiellement faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Il y a un match de plus à la saison régulière. Pourquoi prendre une chance de faire jouer Dak et qu'il aggrave sa blessure avec un calendrier de 17 matchs? Alors, Cooper Rush, après un début de match qui a été difficile, en deuxième demi, il a mieux joué. On a utilisé un jeu truqué, passe complétée de la part de Cedric Wilson, qui en passant, là, il passe sous le radar du côté de l'attaque des Cowboys. Mais à chaque match, il réussit à faire un jeu qui aide vraiment son équipe. Bref, écoute, les Cowboys ont une fiche de 6 victoires et une défaite. Quand tu regardes leur calendrier, avec leur section pourrie, là, la section S de la nationale, section facile, Dallas pourrait bien être la première tête de série de la NFC là, quand les éliminatoires vont Ouais. commencer. Ouais, si tu t'en rappelles, Didier, quand j'ai fait une émission avec toi, j'ai fait le podcast la première semaine l'année dernière, j'ai dit que les Cowboys allaient gagner le Super Bowl. J'étais juste une année à l'avance. Je voulais Ah bon, dire que c'était cette t'essaies de année. prendre crédit Euh, là, pour ça. non, Après mais qu'ils ont raté c'est les un bon éliminatoires point. l'année passée. Oui, j'ai manqué. J'étais une année trop tôt. Mais Cedric Wilson, c'est un bon point parce que depuis que Michael Gallup est sorti avec la blessure, c'est vraiment lui et Dalton Schultz qui ont élevé leur jeu d'un cran, c'est sûr. Mais Cooper Rush, difficile en première demi, c'est une belle histoire. On voyait sa famille qui était au match à la télévision. Là, c'est Mhm. une belle histoire en deuxième demi. Mais moi, ce que j'ai retenu, une couple de choses. Euh, Belle chimie en fin de match, crunch time, comme on dit en anglais, avec Amari Cooper qui est blessé. Cooper a réussi Ouais. plusieurs gros jeux. Et le jeu, troisième et 11 en fin de match, la petite passe à Zeke Elliott. Et Elliott, finalement, après une saison décevante, je pense il connaît une très bonne saison, mais aussi on utilise Tony Pollard beaucoup, donc peut-être qu'il est un peu plus frais cette année. Mais moi, les Cowboys, je suis vraiment impressionné. La défensive est beaucoup meilleure. Et je pense qu'il commence une séquence de 4 matchs en 19 jours. Donc, j'aime la décision de ne pas utiliser Dak Prescott s'il n'est pas à 100%. Parce que si tu vas gagner le Super Bowl cette année, c'est clair que ça va être avec Dak. Donc, garde-le en santé, sois patient avec lui et je pense qu'ils ont des bonnes chances. De l'autre côté, premièrement, comment les Cowboys en fin de match sont en troisième et 16. Comment est-ce que Mike Zimmer prend une pénalité de 5 verges pour avoir appelé 2 temps d'arrêt de suite? Tu ne peux pas faire ça, je ne comprends plus rien. Et tu es à domicile, c'était les Vikings, tu gagnes par 3. Ben, c'est Mike ça. Zimmer C'est ça que j'allais dire. est un entraîneur défensif et Ben, tu écoute, affrontes Cooper Rush. ben, c'est ça que je vais te Come dire. on. Du côté des Vikings du Minnesota, est-ce que c'est la dernière saison? On assiste possiblement à la dernière saison de Mike Zimmer à la barre de l'équipe parce que c'est du pareil au même au cours des dernières années. Puis encore une fois, Kirk Cousins, personne n'en a parlé après le match. Mais Kirk Cousins, il connaissait une bonne saison, du moins statistiquement, depuis le début de la saison, puis il jouait bien, pas juste en termes de statistiques. Puis là, écoute, là, l'attaque a été quoi? 1 en 13, je crois, en situation de Oui, troisième essai, en tout cas, troisième. quelque chose du genre. Exactement. Donc, ça a vraiment été désastreux. Donc, c'est l'histoire qui se répète du côté de Kirk Cousins, Mike Zimmer, des Vikings. En tout cas, j'ai bien hâte de voir si on rate les éliminatoires. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression qu'on va assister Mais possiblement à des changements majeurs. avec l'attaque, Didier, je m'attends à ça. Je m'attends à des bonnes semaines parce qu'ils ont des Dalvin Cook, des Justin Jefferson, même Conklin, Thielen aussi. Je m'attends à ce que ça soit pas. Qu'il soit... Il y a des semaines qui vont être bons, il y a des semaines qui vont être moins bons. Il va manquer de constance en attaque. Mais en termes de défensive, là, sur le jeu dont on parlait, troisième et 11, une petite passe à Zeke Elliott, puis il gagne 15 verges. Anthony Barr, il ne Ouais, fait on a pas sur raté ce des jeu-là. plaqués, ouais. Comment? On a Ouais. raté 3 plaqués. 2 joueurs des Vikings, Mhm. en même temps, avaient une chance d'arrêter ce jeu-là. Ils ont manqué de fin. Donc, moi, je pense que tu as entièrement raison. Je pense que c'est fini pour Mike Zimmer à Minnesota, malheureusement, pour lui. En tout cas, on verra la suite des choses, mais ça n'augure pas bien pour lui. Bon, écoute, on va y aller rapidement maintenant. On est rendu au moment tant attendu. Quelle est ta surprise de la 8e semaine d'activité du côté de la NFL? OK. Moi, je vais aller avec un joueur et je trouve que la situation est un peu drôle et je sais qu'ils ont perdu le match, mais j'ai quand même bien aimé Justin Fields sans Matt Nagy. Il a passé pour 175 verges, mais il a couru pour 100 verges et un touché. Et je sais que Ah, Matt touché Nagy, spectaculaire en plus, hein, son oui, touché au sol.
Donc, je sais que Nagy était impliqué dans la préparation du plan de match. Là, je suis entièrement d'accord, mais il est atteint de la COVID. Il n'est pas sur les lignes de côté. Et Justin Fields connaît son meilleur match de sa carrière, en fait. Donc, chapeau à Justin Fields. Évidemment, on en a parlé des autres surprises, là, mais je voulais trouver Ouais. juste un petit positif drôle et je trouve que c'est quand même drôle. Je ne pense pas que la performance de Justin Fields a aidé Matt Nagy parce que c'est un autre entraîneur que je pense il est peut-être vers la fin de son temps à Chicago, mais j'ai trouvé ça drôle et j'aime bien Justin Fields. Je trouve que c'est un carrière avec un très bon potentiel. J'étais content de voir créer des jeux avec ses jambes contre les 49ers. Ouais, comme tu dis, malheureusement, ça a été dans une défaite. Puis, pas du temps passant, les Niners, eux, qui ont mis fin à une séquence de 4 défaites. C'est comme ça, on n'en parlait pas. Ils ont commencé 2-0, puis là, ils s'étaient retrouvés 2-4. Là, il était temps qu'on gagne un match. Moi, ma surprise, ça a été la victoire des Patriots contre les Chargers, par la Yeah. marque de 27-24. Bon, les Chargers, la dernière fois qu'on les avait vus, ils avaient perdu contre les Ravens à Baltimore, mais ils avaient eu une semaine de congé. Alors, je me disais, bon, on va arriver frais dispo contre les Patriots de l'Angleterre. On joue à domicile. Eh bien non, on a perdu. Écoute, la défense des Chargers contre la course, c'est vraiment un problème. Parce que non seulement on accorde beaucoup de verges, mais c'est au niveau du temps de possession. Les Patriots, à Yeah. cause de ça, ils ont eu le ballon pendant 35 minutes. Justin Herbert a passé du temps sur les lignes de côté. Il n'a pas très bien joué, mais en même temps, on n'a pas été souvent sur le terrain. Donc, la défense qui déstabilise l'équipe au complet, la défense contre la course des Chargers. J'ai trouvé cette statistique du côté des Patriots. Écoute ça, Joey. Ça a été la première victoire des Patriots contre une équipe qui n'était pas les Jets ou les Texans depuis la semaine 13 l'année dernière, lorsqu'ils avaient justement vaincu les Oui. Chargers par la marque de 45-0. Donc, toutes nos victoires depuis ce temps-là, ça a été Wow. seulement contre les Jets et les Texans. On a juste gagné Ouais. 4 matchs en passant depuis la 13e semaine d'activité de l'année dernière. Alors, ça s'en dit long, mais au moins maintenant, on mise sur un jeune carrière en Mike Jones qui semble prometteur du côté des Il Patriots fait pas de d'erreur. la Nouvelle-Angleterre. Il fait pas d'erreur, Didier. C'est ça la clé. Les revirements Mhm. sont limités. C'est pas, ils réussissent pas des gros jeux, mais c'est un jeu, une attaque plutôt simple avec Mac Jones, mais c'est bien exécuté là, en début de saison. Ce serait bien si durant la saison morte, on pourrait rehausser le talent à la position de receveur. Je sais qu'on avait fait Ouais. des mises sous contrat, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne et compagnie, mais quand même, il nous manque un receveur dominant. Maintenant, ta Yeah. déception de la semaine. Je vais retourner au jeudi soir, la performance de Kyler Murray. Je sais que c'est pas un match facile à gagner contre les Packers, mais j'étais déçu de sa performance prime time à domicile, University of Phoenix Stadium. J'étais vraiment déçu de sa performance. Il n'a pas vraiment couru le ballon. L'interception à la fin du match, c'est pas nécessairement sa faute, mais juste la performance à l'attaque pendant trois quarts, vraiment, j'étais déçu de ce que j'ai vu de Kyler Murray et l'attaque des Cardinals. Donc, je vais retourner jeudi soir pour ma déception de la semaine. Ah, OK, c'est bien, c'est vrai. Écoute, la déception, ça aurait pu être A.J. Green aussi sur Yeah. l'interception, comme tu Oui. disais, qui lui bloquait comme si c'était un jeu au sol. En tout cas, ça, c'est vraiment incroyable. Moi, ma déception, OK, c'est les Dolphins de Miami, mais c'est pas pour leur défaite contre les Bills, c'est pour leur première moitié de saison. Hey, les Yeah. Dolphins ont maintenant 7 défaites de suite, Joey. Ils avaient Oui. gagné leur premier match, ils n'ont pas gagné depuis. La première fois qu'ils avaient joué contre Buffalo, ils avaient perdu par jeu blanc 35-0. Bon, là, ça a un peu mieux été, 26-11, mais quand même, là, la victoire des Bills n'était jamais en doute. C'était égal à la mi-temps, mais Buffalo s'est mis en marche en deuxième demi. Et moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Brian Flores, entraîneur-chef des Dolphins. Écoute, on croyait que Miami avait mis la main sur un excellent jeune entraîneur-chef. L'année passée, on a fini 11-5, si je me souviens bien, puis on a raté une participation en éliminatoire. Mais là, la semaine 10, prochaine, on joue 10, contre les je pense. Texans. 10-6, ouais, Yeah, 10-6 je plutôt. pense. Yeah, Donc, on je a pense que raté oui. les éliminatoires, ouais, ça, 10-6, t'as raison. Là, on joue contre Houston la semaine prochaine. Si on perd là, un autre match, puis contre Houston, une 8e défaite de suite, écoute, moi, je me demande vraiment si Flores va être en mesure de garder son poste d'entraîneur-chef. Et maintenant, quelle est ta réaction excessive, ton overreaction cette semaine? OK. Je vais retourner avec les Jets
et Mike White. Moi, je pense que Mike White, Didier, il devrait être le Dis-le partant pas. pour le reste de la saison. Zach Wilson je ne sais pas s'il va être disponible cette semaine, il ne jouera pas, là, mais la semaine d'après, peut-être qu'il sera prêt à retourner au jeu. Mais moi, je veux le garder sur les lignes de côté. Juste pour cette saison, au moins juste voir ce que tu as avec Mike White et donner du temps à Wilson parce que ce n'est pas un gros début de saison. Ce n'est pas nécessairement sa faute non plus. Il n'y a pas des outils exceptionnels en attaque autour de lui. Donc, oui, j'y vais avec Mike White pour le reste de la saison. Et écoute, s'il connaît un fin de saison incroyable, on a une compétition ouverte au camp d'entraînement la semaine dernière. Tu voulais excessive, je pense que j'ai réussi. Ah, c'était vraiment allé dans l'excès. Les Jets qui ont repêché Zach Wilson, deuxième au total. Le printemps dernier, c'est sûr, bon, c'est l'avenir de la concession. C'est sûr qu'on va, dès qu'il sera en santé, on va le renvoyer dans la mêlée. Mais bon, ça va être intéressant de voir Mike White. Au moins, il va obtenir au moins un autre départ. On va voir qu'est-ce que ça va donner de son côté. Oui, c'était excessif. Écoute, moi, ma réaction excessive, elle n'est pas aussi excessive que la tienne. Elle est quand même réaliste, plus réaliste. C'est que pour moi, les Browns de Cleveland ne vont pas participer aux éliminatoires. Écoute, on croyait que les Browns étaient des aspirants au Super Bowl potentiellement avant le début de la saison. Mais là, ça devient de plus en plus évident que les Browns peuvent juste jouer un style de jeu. Il faut qu'ils courent avec le ballon. Si ça ne fonctionne pas comme les Steelers ont limité, je crois, Nick Chubb à une soixantaine de verges. Si on n'est pas capable de courir avec le ballon, on n'a pas d'autre façon. On peut battre l'adversaire. Je sais que Baker Mayfield, là, je ne veux pas être trop dur à son endroit parce qu'il joue en dépit d'une blessure à l'épaule gauche, d'une blessure douloureuse. Mais même avant de se blesser, moi, Mayfield, ça fait longtemps que je le dis, pour moi, c'est pas une carrière de concession. Alors, on est limité de cette façon-là du côté des Browns, étant donné que l'attaque ne fonctionne pas bien. Odell Beckham, une réception pour 6 verges seulement. Alors, malheureusement, on ne peut pas l'échanger en raison de son contrat. Donc, ça va pas bien là, du côté de Cleveland. Je pense pas qu'on va être en mesure de redresser leur back. Alors, c'est ma réaction excessive de la semaine. Les Browns qui ne participeront pas aux éliminatoires. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Joey? Ouais, parce qu'ils sont rendus à 4-4, là. Ils ont perdu, ils ont Mhm. marqué 10 points en fin de semaine. Ils ont perdu un match dans leur division contre les Steelers. Donc, je partage le même avec toi. C'est juste, il y a trop de blessures. Et comme tu dis, quand la course ne fonctionne pas, le jeu au sol ne fonctionne pas, Didier, oublie ça parce qu'ils ne peuvent pas gagner avec des jeux explosifs par la passe parce qu'ils ne sont pas capables d'en réussir assez. Donc, je partage ton avis. Est-ce que tu partages la mienne aussi avec Mike White? C'était pas clair ton affaire, là. Euh, que Mike White devrait rester la carrière partant d'ici la fin de la saison. Je crois pas. Je crois pas, je partage pas ton avis. Mais je peux comprendre que Mike White t'intrigue avec sa performance de 400 verges par la passe. Il va obtenir un autre départ. Écoute, s'il passe encore pour 400 verges, tu sais quoi, je vais t'appuyer dans ta réaction excessive. S'il passe encore pour 400 verges lors de la prochaine rencontre des Jets de New York, mais je pense pas que ça va arriver. Ben écoute, Joey, hey, je te remercie. Je sais que tu es occupé. Pour les gens, écoute, où est-ce qu'on peut te voir ou t'entendre au cours des prochains jours? Oui, je suis à TSN Radio 690 AM à Montréal tous les jours entre 3 et 7 heures la semaine, lundi au vendredi. Et on vient de partir un nouveau podcast Alouette Didier. C'est une affaire familiale. C'est mon père, mon frère et mon cousin Ah oui? qui a joué pour les Stingers de Concordia. C'est 514 Football sur Apple Podcast ou n'importe où tu trouves tes podcasts. On est rendu à 2 épisodes là. Donc, on est Ah oui, parti ok, ça, je on a savais parti ça pas. la semaine dernière. Ah, ben c'est bon que c'est bien que tu fasses ça avec ton père. Ton père, tu es un grand partisan des Alouettes, un Oui, grand amateur de football. Ah, ben ça, c'est excellent, Joey. Ça, c'est excellent. Écoute, si jamais tu veux m'inviter, je vais y participer avec plaisir. absolument. J'apprécie cela. On va faire ça bientôt. Bon, ben parfait, Joey. J'attends ton invitation. Écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on se reparle. Merci beaucoup, toi aussi. Alors, le moment maintenant est venu de se tourner vers le fantasy football avec Marc-André Chaloux. Marc-André, bon, j'en ai parlé avec Joey, cette tragédie en termes de fantasy football, la perte de Derrick Henry, potentiellement pour le reste de la saison. C'est une tragédie pour les Titans du Tennessee, mais pour tous ses propriétaires au niveau du fantasy football, parce que j'imagine
que pas mal tout le monde qui était propriétaire de Derrick Henry était fort probablement au premier rang de leur ligue de fantasy football, du moins qu'ils devaient avoir une bonne saison, opérer un pied. Est-ce que tu as des gens, des demi à l'attaque à recommander aux gens là, qui ont le cœur gros puisqu'ils ont perdu Derrick Henry, Je d'autres pense que porteurs de ballon qui ne s'appellent pas Adrian Peterson? Je pense que... Ou est-ce que tu crois qu'Adrian Peterson peut être une bonne option aussi, peut-être? Ah non, je pense pas. Le vieillard, Il a les jambes fraîches. Ouais, il a les jambes fraîches. Il n'a pas joué de la saison encore. j'étais fan d'Adrian Peterson en 2008, mais... Moi, c'est un de ou mes à peu joueurs de près. favoris de toute Ouais. l'histoire. Moi j'ai adoré Adrian Peterson durant ces belles années. Je suis convaincu qu'il y a une couple de propriétaires fantasy de Derrick Henry qui sont pas rentrés travailler lundi en apprenant la nouvelle. Ça déprime. Non, je vais vous parler de Jeremy McNichols qui, bon, on a ajouté, comme tu viens de le mentionner, Adrian Peterson chez les Titans, mais je pense sincèrement qu'il est présentement la seule vraie option viable, au moins à court terme, chez les Titans. On sait que Darrington Evans aussi était aussi sur la liste des blessés. Donc, Jeremy McNichols prend le contrôle de ce champ arrière-là. Il faut dire que c'est qui Jeremy McNichols? C'est un joueur qui est déjà dans la ligue depuis quelques années maintenant. Il a été vraiment connu une carrière prolifique à Boise State au niveau universitaire. Il a obtenu 1700 verges et 23 touchés notamment à sa dernière saison. Donc, Jeremy McNichols est vraiment un ajout prioritaire, surtout pour les propriétaires de Derrick Henry qui veulent essayer de combler sa perte. Bon, Derrick Henry, on a parlé de son absence. On dit peut-être 10 semaines. Donc, même si c'est 10 semaines, si c'est plus, si c'est moins, ça risque d'être durant la totalité de la saison fantasy ou le reste de la saison fantasy. Donc, Jeremy McNichols devrait obtenir la majorité des portées contre les Rams. Il est bon en situation de passe. Jeremy McNichols devient vraiment un ajout prioritaire pour plusieurs propriétaires fantasy et surtout également pour ceux qui ont Derrick Henry, malheureusement, qui s'est blessé. C'est vraiment une lourde perte. Et c'est dur parce que c'est vraiment un joueur fantasy électrisant. Puis on vous avait parlé tantôt avec Joey des 2000 verges et tout. Là. Ça aurait été le fun de voir ça en tant que partisan ou en tant qu'amateur de football aussi. J'aurais aimé ça voir cette chasse aux 2000 verges. Ben non, ben c'est ça. C'est pas juste pour ses propriétaires au fantasy football. Là. Je pense que tout le monde qui est un amateur de la NFL a du plaisir à voir Derrick Henry passer au travers des défenses adverses. C'est vraiment un joueur unique avec son gros gabarit et il est électrisant. C'est juste dommage, c'est plate de voir une super vedette comme ça se blesser. Puis historiquement, il connaissait une des meilleures saisons dans l'histoire de la NFL à la position de demi à l'attaque. Donc juste en tant qu'amateur de football, ça te donne un pincement au cœur de voir Henry être blessé. Mais on voyait ça venir, on en parlait avec son utilisation. Est-ce que son corps allait céder tôt ou tard? En tout cas, c'est malheureux. Mais est-ce que tu as d'autres recommandations? Je ne peux pas croire qu'Adrian Peterson va être viable fantasy. Comment on va lui donner la majorité des portées à ce temps-ci avec je sais pas. Présentement, Jeremy McNichols demeure vraiment... en tout cas, c'est lui qui aura la première chance de se faire valoir dans ce champ arrière-là. Absolument. Oui, non, c'est ça. Écoute, 36 ans, c'est âgé là, pour un demi à l'attaque. Hein. Donc, je vais pas essayer de justifier ça. Mais écoute, moi Peterson, il a toujours été un de mes favoris. Donc, je vais pas parier contre lui. Je vais pas le dénigrer au moins. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour la 8e semaine? Pour la 9e semaine, en fait, qui s'en vient, oui. La semaine dernière, j'avais mis Boston Scott dans ma petite boîte à droite, dans le tableau de Kenneth Gainwell. Cette semaine, je vous ai fait un tableau avec Boston Scott et Jordan Howard dans la petite boîte à droite, vous allez voir. Ben oui, ils ont sorti Jordan Howard des boulamites. Exactement. Ben Boston Scott, bon, t'en es rien comprendre. Boston Scott a obtenu la majorité des courses ou des opportunités importantes dans le match contre les Lions la semaine dernière. Il a obtenu 18 points fantasy. Il a marqué 2 touchés. Jordan Howard aussi a marqué 2 touchés. Là, vous allez me dire, ceux qui regardent les box scores en bon français vont dire, mon Dieu, Kenneth Gainwell a obtenu davantage de courses que ces deux porteurs de ballon-là. Il faut dire qu'il a obtenu la majorité de ses courses, voire la totalité de ses courses lorsque les Eagles étaient en avant, avaient une avance considérable, donc ce qu'on appelle les calories vides, comme dirait notre ami Pierre Vercheval. Donc, vraiment intéressant. Boston Scott est un ajout prioritaire, surtout que les Eagles affrontent les Chargers cette semaine. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les Chargers, c'est la pire défense contre la course dans la NFL. Donc, Boston Scott et même Jordan Howard
va sûrement avoir quelques opportunités de se faire valoir dans ce match-là contre les Chargers. Ouais, les propriétaires de Miles Sanders, ils devaient être déçus parce que Sanders est blessé. Puis là, finalement, les Eagles décident de courir avec le ballon lorsque Sanders n'est plus de la formation. C'est Miles Sanders qui aurait dû inscrire au moins 2-3 touchés. Parce que si je suis un propriétaire de Sanders, je suis frustré là, aujourd'hui de Et la tournure j'imagine des qu'on va événements. courir contre les Chargers aussi. Je peux pas croire qu'on va lancer. Là. Mais Nick Ouais, Sirianni j'ose est un croire, ouais. sac à surprise. Oui, non, c'est ça. On peut rien prendre pour acquis. Puis, c'est ça, là. C'est question de démêler le champ arrière des Eagles. C'est ça, il y a plusieurs options, comme je le disais. Jordan Howard, je savais même pas qu'il était toujours dans la NFL. T'es arrivé de nulle part. Lorsqu'il a inscrit son premier touché, j'étais comme, c'est qui ça? Hey, c'est Jordan Howard, il est encore là. En tout cas, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu as d'autres recommandations pour la semaine qui Pat s'en vient? Freiermuth, Ah, il est l'ailier rapproché des rapproché. Steelers. L'ailier rapproché des Steelers, il faut dire que Pat Freiermuth, je ne sais pas si c'est la blessure à Juju Smith-Schuster qui fait que ça donne davantage d'utilisation on cible davantage Pat Freiermuth dans l'attaque des Steelers. Il a été ciblé 13 fois lors des 2 derniers matchs, Pat Freiermuth. Il a marqué un touché cette semaine et on sent vraiment que son rôle est en train de grandir dans l'attaque des Steelers. D'autant plus que Eric Ebron, l'autre allié rapproché, a manqué le dernier match en raison d'une blessure. Donc, ciblé 14 fois en 2 semaines, il a inscrit 10,4 points fantasy, comme je le disais la semaine dernière, contre les Browns. Il faut dire que l'affrontement contre les Bears cette semaine est quand même un affrontement, disons, peu alléchant, puisque les Bears sont vraiment excellent contre les alliés rapprochés adverses. Ils sont 2e dans la NFL, mais au volume, surtout en situation PPR, Pat Freiermuth pourrait vous être utile cette semaine si vous êtes à la recherche d'un allié rapproché. Et on sait que c'est difficile en fantasy de se trouver des bons alliés rapprochés qui ont qui ont un rôle important, disons, dans une attaque de la NFL, et c'est le cas en ce moment avec l'allié rapproché des Steelers. Bon, quels sont les autres joueurs que tu nous recommandes qui sont peut-être plus obscurs au niveau du fantasy football, mais qui pourraient peut-être dépanner, là? Puis on le sait, il y a toujours des équipes qui sont en congé toutes les semaines maintenant. J'aimerais porter votre attention sur Taysom Hill, le quart des Saints de la Nouvelle-Orléans. Taysom Hill, bon, il suit présentement le protocole des commotions cérébrales de la NFL, mais il pourrait être en mesure d'en sortir. Et s'il s'en sort, ben, c'est lui qui va amorcer le match contre les Falcons la semaine prochaine. Donc, Taysom Hill, on le sait, c'est une double menace aussi. Donc, c'est payant en fantasy. On l'a vu cette semaine, entre autres, avec Justin Fields. Et on l'a vu avec Jalen Hurts aussi au cours de la saison. Donc, contre les Falcons, Taysom Hill, ça pourrait être une option vraiment intéressante pour vous. Van Jefferson, il a joué 94% des jeux des Rams cette semaine contre les Texans. Il faut dire que du côté des Rams, Ian Rapoport a mentionné que Deshaun Jackson a été autorisé à parler à d'autres équipes afin de se trouver peut-être une transaction potentielle pour poursuivre sa carrière. Donc vraiment, Van Jefferson, je pense que c'est lui qui sera vraiment le receveur numéro 3 dans l'attaque des Rams. Et comme on sait que l'attaque des Rams, l'attaque aérienne des Rams est vraiment intéressante et prolifique, je pense que ça peut soutenir 3 receveurs de passe. Donc, on parle de Robert Woods, on parle de Cooper Kupp et peut-être Van Jefferson. Il faut dire également que les Rams affrontent les Titans cette semaine. C'est un affrontement favorable. Donc, Van Jefferson peut être une bonne option. Will Fuller pourrait revenir au jeu cette semaine. Il a été blessé. Il était près d'un retour au jeu la semaine dernière et les Dolphins affrontent les Texans. Donc, c'est un match revanche qu'on appelle pour Will Fuller contre son ancienne équipe. Il pourrait être intéressant. Il est également largement disponible dans plusieurs pools fantasy. Et je voulais parler peut-être en terminant de Jamal Agnew. Jamal Agnew a un peu pris le rôle qu'on s'attendait de Laviska Shenault du côté des Jaguars. Il a été ciblé 25 fois à ses 3 derniers matchs. Il a inscrit un touché la semaine dernière. Ce n'est que les Jaguars de Jacksonville, vous allez me dire, mais dans les pools, disons, deep, les pools vraiment à 14-16 équipes, je pense que Jamal Agnew, à tout le moins, le mettre sur votre banc, ça peut être une option intéressante. Oui, écoute, c'était le week-end de l'Halloween. Il s'est passé des choses étranges, bizarres au cours de ce week-end-là au niveau du fantasy football. Qu'est-ce que tu as noté justement là? Qu'est-ce qui a retenu ton attention qui sortait de l'ordinaire?
Ben, c'est ça, hein. Il s'est passé des bizarreries dans le monde de la NFL ou dans le monde fantasy de la NFL. Je vous ai parlé brièvement de Kenneth Gainwell tout à l'heure. Ben, ça a été Kenneth gagne pas grand-chose finalement, hein? Ouais. Un peu comme les scénarios. Un peu comme les scénarios de films d'épouvante, là, j'ai pas trop compris la stratégie des Eagles ou l'utilisation de Kenneth Gainwell, un peu comme les scénarios de films d'horreur. Ça n'a pas tenu vraiment la route parce qu'avant la semaine dernière, il était clairement le porteur de ballon numéro 2 chez les Eagles et il a obtenu. Et il s'est vraiment fait devancer par Boston Scott dans la hiérarchie, même qu'au début de saison, Kenneth Gainwell était actif et Boston Scott ne l'était même pas. Donc, je comprends pas ce qui s'est passé avec Kenneth Gainwell. Je suis désolé de vous l'avoir recommandé la semaine dernière. Tu as parlé des Bengals avec Joey. Ben, moi aussi, je veux en parler des Bengals. On les a tellement encensés la semaine dernière. J'ai un animateur de podcast qui m'a dit je m'attends à 20 points fantasy de la défense des Bengals, rien de moins. Je me souviens, donc, mais c'est pas ça qui est arrivé finalement. Ouais, c'est pas ça que Les t'avais du Bengals, tout, hein? Oh. non, mais les Bengals ont quand même obtenu 7 points fantasy la défense. Ils ont au moins réussi 2 interceptions. Et pour les amateurs de Pool Survivor, ben il faut dire adieu à nos Pool Survivors comme moi. La plupart des Pool Survivors, on avait les Bengals. Mais d'un autre côté, survivre la journée de la fête des morts, je me dis que c'est difficile. Ouais, écoute, les Bengals ont fait mal à bien des gens de plusieurs façons, en termes de fantasy, de prédiction, de paris sportifs. Ah mon Dieu, personne n'a vu ça. Ça nous Je apprendra voulais, à faire confiance aux Bengals. je voulais vous parler vite, je voulais vous parler rapidement aussi de Mike White, Jimmy Garoppolo, Geno Smith, toutes des quarts qui ont terminé dans le top 10 fantasy cette semaine, des quarts qu'on avait tous vu venir. Trevor Siemian a gagné son match, Cooper Rush a mené les Cowboys à la victoire. Donc, toutes des choses qu'on avait vu venir en cette journée d'Halloween, c'était fabuleux. Ouais, ouais, ça a été la journée des quarts réservistes dimanche. Mais une chose à propos de Travis Simeon, tu parlais de Taysom Hill. On va devoir garder un œil là-dessus, cette situation-là, au cours de la semaine. Premièrement, l'état de santé de Taysom Hill, comme tu disais, il était dans le protocole des commotions cérébrales. Mais Sean Payton a l'air de vraiment aimer Travis Simeon lorsqu'on a écouté ses commentaires d'après-match. Donc ça va être une situation à surveiller. Il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas prendre pour acquis que Hill sera nécessairement le carrière partant. On dirait que Peyton y voit quelque chose en Trevor Simeon. Il a quand même de l'expérience. Souviens-toi, il avait été le partant des Broncos lorsque Peyton Manning a pris sa retraite. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Et puis, Michael Floyd qui va éventuellement revenir au jeu un jour, j'imagine. Donc, il était sur les lignes de côté durant la rencontre des Saints. Alors, ça va donner un coup de main soit à Taysom Hill ou à Trevor Simeon au cours des prochaines semaines s'il peut finalement revenir au jeu. J'ai trouvé 3 autres étrangetés dans la NFL cette semaine. Didier, est-ce que j'ai le temps? Ah oui, vas-y, vite, vite. Écoute, je voulais vous parler de Justin Fields. Vous en avez parlé longuement. Vous avez vraiment tout dit ce que je voulais dire. Donc, 103 verges au sol. Justin Fields a été le carrière numéro 3 fantasy cette semaine. C'était vraiment une performance. Bon, vous avez parlé sans Matt Nagy. Moi, je me poserais des questions si j'étais l'entraîneur-chef des Bears. Je voulais vous parler des receveurs qui ont été vraiment de gros zéros, pour citer la chanson de Yellow Molo. Je vous avais recommandé Khalif Raymond cette semaine. Aucun catch. Et pourtant, les Lions ont tiré de l'arrière durant la majeure partie du match. Il faut dire que Jared Goff vraiment en avait plein les bras avec la défense des Eagles. On a vraiment cherché, on n'a pas vraiment été voir dans les zones profondes, donc ça n'a vraiment pas été un match intéressant du côté de Khalif Raymond. Je voulais vous parler d'Emmanuel Sanders aussi. On croyait que l'affrontement contre les Dolphins allait être vraiment favorable, mais ça n'a vraiment pas eu lieu. Emmanuel Sanders n'a vraiment aucun catch, a été ciblé seulement 4 fois. Je pense vraiment que c'est une anomalie de l'Halloween dans le cas d'Emmanuel Sanders qui les Bills affrontent les Jaguars cette semaine. Je pense que vous pouvez insérer avec confiance Emmanuel Sanders dans votre formation. Et Russell Gage, on pensait que Russell Gage allait prendre un rôle accru dans l'attaque des Falcons. Surtout on a su avant le match que Calvin Ridley, prenait une pause du football pour soigner sa santé mentale, mais Russell Gage a vraiment été invisible du côté dans l'attaque des Falcons cette semaine. Donc, même sans Ridley, je pense pas que c'est une option recommandable pour l'instant. Et je voulais vous parler en terminant de Tyler Lockett. Robin a finalement pris le dessus sur Batman l'instant d'une semaine. C'est comme le film.
les films de la même nom. Souvent, Robin, dans les films de Batman, il est souvent jamais là, il est souvent pas là, mais des fois, il arrive pour sauver la situation de temps en temps, pour faire parler de lui, pour sauver Batman qui peut tout faire seul. Ben, c'était une semaine pour Robin qui voulait qu'on se rappelle de lui avant la semaine de congé des Seahawks. Oui. Et bien sûr, le Batman étant DK Metcalf. Exactement. All right, bon, ben c'est parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Marc-André. Je remercie également les gens qui nous regardent via YouTube, le site web ou le site web de RDS, les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines. Marc-André et moi, ben, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine où Marc-André ira de ses conseils pour la 10e semaine d'activité. C'est incroyable comment ça va vite, hein? Ça passe Allez, vite. passe une bonne fin de journée. Merci. Salut.